Bonjour tout le monde, bienvenue à cette rencontre et cet échange ce magnifique d'ailleurs après-midi. Merci à tout le monde d'être là si nombreux, malgré le beau temps dehors et l'attrait de ce qui vous attend dehors. On peut parler de musique, de cette musique qui, c'est Platon qui le disait, adoucissait les mœurs ou pouvait servir de médecine de l'âme. C'est aujourd'hui qu'on aura le fin mot des recherches scientifiques à ce sujet-là, parce que depuis Platon, il paraît que la science a avancé et qu'elle continue de le faire. Bienvenue donc à deux types de gens qui nous écoutent en ce moment, c'est-à-dire des gens qui sont inscrits sur Zoom, via la plateforme Zoom et qui pourront donc participer de façon vocale à cette interaction, à ce lien que vous avez aujourd'hui directement avec des chercheurs, des sommités en matière de recherche ici. C'est une rencontre qui est informelle, mais qui est interactive. Donc, tout de suite, je vous enjoins à penser à vos questions et à oser les poser. Voici comment vous le faites. Si vous levez la main, un de nos intervenants, Floris, le verra et nous transmettra le fait que vous avez la main levée. On pourra à ce moment-là activer votre micro pour que vous posiez votre question. Il y a tout un autre groupe de personnes qui nous écoutent aussi en ce moment sur Facebook. Sur Facebook, vous pouvez aussi poser des questions, mais pas directement. Donc, c'est Kevin Jamie qui va les recueillir sur le chat de Facebook et vous pourrez poser vos questions aux participants que je vais vous présenter, qu'on va vous présenter tout bientôt. Je me présente moi-même, Sophie André Blondin. Je suis animatrice de l'émission Les Années-Lumière, une émission d'actualité de culture scientifique sur ici Radio-Canada Première. Donc, intéressée par la science, bien sûr, mais la culture scientifique, donc science et musique, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Nous sommes ici, vous à l'écoute et vous qui êtes les gens qu'on voit, dont on voit les images en ce moment qui sont des conférenciers. On est tous ici à l'invitation d'une personne qui est Isabelle Perret. C'est à elle que je vais demander d'ouvrir le bal pour nous dire pourquoi elle a pensé qu'aujourd'hui, maintenant, peut-être dans une situation qui est un peu déroutante pour beaucoup d'entre nous, on a eu besoin d'aller vérifier ce que la science a à dire sur l'effet de la musique. Isabelle Peretz, qui est titulaire de la chaire de recherche du Canada en neurocognition de la musique et de la chaire en neuropsychologie de la cognition musicale, qui co-dirige le laboratoire international de recherche sur le cerveau, la musique, le son et les processus cognitifs qui sont en jeu dans les activités musicales. Bonjour. Ben, bonjour. Alors, bon, je corrigerai plus tard, mais merci beaucoup, Sophie André, d'avoir accepté d'animer volontairement cette rencontre. C'est la première qu'on fait. Je la concocte depuis un bon bout de temps, là, depuis plusieurs mois. Et l'idée, évidemment, est assez évidente dans le titre. C'est que tout le monde connaît l'attrait de la musique, mais très peu connaissent la science. Or, à l'heure actuelle, s'il y a deux choses qui sont apparues comme essentielles, c'est la science, que vous connaissez bien et que vous animez depuis le début de la crise, donc ça fait plus d'un an. Et l'autre qu'on a vu émerger, j'espère que vous en avez été témoin, c'est la musique. Cette musique spontanée qui est apparue sur les balcons, bon, tout le monde connaît les balcons italiens, mais il y en a eu ici aussi, et nous avons participé aussi tous les jours pendant 3 mois, et comme un instrument de ralliement. Et ça marche, j'aime autant vous le dire. Alors, on pourra revenir là-dessus. Mais donc, c'est ces ingrédients-là qui m'ont amené à me dire, oui, mais nous, on fait de la science. On fait cette science de la musique. Et je les connais bien. Ils sont locaux, ils sont des sommités, comme vous avez dit. Pourquoi je n'organiserais pas une sorte de rencontre avec, finalement, les journalistes. En fait, le but était au départ vraiment les journalistes comme vous, Sophie André, parce que ce sont souvent les journalistes qui nous disent oui, mais enfin, la musique, elle est essentielle. Et moi, je me suis dit, ben, si la science répondait à cette question-là. Alors, c'est ainsi que j'aurais envie d'ouvrir le bal et que je remercie évidemment tous nos invités qui vont prendre la parole maintenant pour se situer. Merci beaucoup, Madame Perret. Puis effectivement, les conférenciers, il y a 3 personnes qui ont chacune vraiment leur sphère d'intérêt. Robert Zatoré, Sonia Lupien et Mathieu Roy. Mais il y a aussi d'autres personnes qui sont dans
la cosmogonie, la constellation autour et qui ont d'autres caractéristiques, qui connaissent d'autres champs plus pointus. Mais commençons par M. Zatoré. C'est lui qu'on va vous présenter en premier. Robert Zatoré, bonjour à vous. Je vous invite dans mon duplex ici en vous présentant comme professeur à l'Université McGill. Et vous allez, vous, nous parler de la musique comme euphorisant. Vous êtes neuroscientifique de la cognition. Vos travaux portent sur le substrat neuronal pour la cognition auditive, plus spécifiquement sur deux aptitudes qui sont complexes, mais qui nous appartiennent à nous, humains, c'est-à-dire la parole et la musique. Bon, 280 articles scientifiques, votre feuille de route est impressionnante, mais vous avez des laboratoires où vous étudiez de façon beaucoup plus précise et instrumentée, avec des instruments de pointe, ce lien, cet effet, ce chemin de la musique dans notre cerveau. Alors, pour nous parler de la musique comme euphorisant, je vous laisse la parole, Monsieur Zatoré. Merci beaucoup pour cette introduction et pour justement nous accueillir ici sur les ondes de Radio-Canada. Et j'aimerais aussi donner mes remerciements à Isabelle pour avoir conçu de cette 5 à 7. Alors, tout le monde sait que la musique nous donne du plaisir et même parfois des frissons d'extase. Et ce n'est pas la peine vraiment d'appeler les scientifiques pour l'établir, vous allez peut-être me dire. Toutefois, si on se demande pourquoi une série de sons qui n'a pas nécessairement une signification particulière, pourquoi elle pourrait nous donner ces sensations. Alors là, je crois que la science doit intervenir parce que c'est la seule façon de comprendre ce phénomène qui est très répandu. Alors, il faut donc d'abord commencer par comprendre un peu les bases biologiques du plaisir. On sait déjà que le plaisir est relié à un système dans le cerveau qui est très, très ancien, qui est très primordial. On l'appelle le système de la récompense et on le trouve chez des rongeurs, comme aussi chez les singes, chez l'humain. Donc, c'est un système qui est très, très ancien au niveau de l'évolution biologique. Il est aussi très bien établi que ce système-là dépend de la dopamine, que la dopamine est impliquée comme le neurotransmetteur qui est important dans le système de la récompense. Alors, si on donne, par exemple, de la nourriture à un rat qui est affamé, vous allez voir que la dopamine est exprimée dans le système de la récompense, notamment dans un noyau qui est très profond dans le cerveau, qui s'appelle le striatum. Et ce n'est pas seulement la nourriture, mais d'autres stimuli qui sont importants pour la survie, comme de l'eau si vous avez soif, ou la chaleur si vous avez froid. Et même des images érotiques vont produire des effets semblables. Il en est de même pour certaines drogues, comme l'amphétamine ou l'alcool. Tous ces stimuli actuent directement sur le système de la récompense. Mais qu'est-ce qui se passe avec la musique? Elle n'est pas une substance chimique. Elle n'est même pas quelque chose qui est strictement nécessaire pour la survie. Elle est tout à fait abstraite. Et on s'est posé la question, est-ce qu'elle dépend aussi de ce même système de la récompense? Et on a commencé à faire des expériences pour aborder cette question il y a presque 20 ans, en utilisant des outils de neuroimagerie cérébrale qui nous permettent de mesurer l'activité du cerveau avec précision. Et on a constaté que lors de moments de frisson musical, le striatum était activé. Et on a aussi constaté que effectivement, c'était la dopamine qui était impliquée, pareil qu'avec la nourriture, les drogues ou l'argent ou le sexe. Mais il y a un détail qui est très important, qui est différent par rapport à d'autres stimuli, c'est que lorsqu'on ressent du plaisir avec la musique, c'est parce que le striatum interagit avec les aires auditives du cortex cérébral. Ce sont les aires qui sont responsables pour
la cognition musicale, le traitement des notes musicales, la tonalité, les rythmes, les harmonies. Et donc, tout cela est transmis par le système auditif vers le système de la récompense qui valorise le contenu et envoie des signaux de plaisir ou non, selon le cas, au reste du cerveau. Et on peut, comme preuve de ce phénomène, on peut même changer le niveau de plaisir que quelqu'un va ressentir en stimulant l'interaction entre ces deux systèmes-là, en utilisant certains outils de stimulation cérébrale. Et on peut soit exciter, soit inhiber cette activité qui ensuite change le niveau de plaisir. Voilà donc notre modèle qui nous permet d'expliquer pourquoi la musique nous donne plaisir. Et pour faire le lien un peu avec la situation actuelle, on a essayé de voir comment l'implication de ce système de récompense pourrait être important pour le fait de pouvoir profiter de la musique pendant la pandémie. Et alors, on s'est mis d'accord avec des collègues aux États-Unis, en Espagne et en Italie et aussi en Israël pour évaluer quelles sont les activités les plus importantes que les gens ont essayé d'utiliser pour pouvoir améliorer leur situation pendant la pandémie. On leur a donné plus de 1000 personnes ont répondu et on a donné une liste de 43 activités différentes qui comprenaient l'exercice physique, l'activité sociale sur Facebook, par exemple, la lecture, la nourriture, l'alcool, le sexe, la drogue, la prière, la méditation et la musique. Et parmi les 43 activités, la musique était numéro 1 sur notre liste. Donc, les gens ont choisi la musique comme l'activité qui les a aidés le plus parmi toutes ces activités-là. Et la cuisine était numéro 2. Et c'était seulement ces deux activités-là, la cuisine et la musique, qui étaient directement reliées au fait d'améliorer le niveau de stress, d'anxiété et de dépression que les gens ressentaient pendant le confinement dans ces 3 pays-là. Et voilà, donc ça fait un lien, je crois, aussi avec ce que Mme Lupien va discuter. Oui, parce qu'on va parler de stress et de musique dans quelques secondes. Très intéressant que vous ayez saisi, vous aussi, M. Zatoré, comme beaucoup de scientifiques depuis un an, cette occasion de mesurer, de faire parler la grande expérience naturelle qu'on est en train de vivre pour aller comprendre si oui, effectivement, vérifier si la musique est un besoin essentiel. Je ne sais pas si c'est la conclusion que vous avez quand vous faites votre étude, mais si c'est le numéro 1 sur 43 activités, on n'est pas loin de quelque chose qui est essentiel, non? Je dirais que oui, c'était une belle surprise. On voulait justement avoir ce résultat, mais ce n'était pas tout à fait exclu qu'il y avait d'autres choses. Mm-hmm. Donc, comme je dis, en deuxième place, c'était la cuisine. Et la lecture, les films aussi. Mais par exemple, la drogue n'était pas quelque chose qui était choisi comme quelque chose qui aidait les gens. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas pris des drogues nécessairement. Non, mais c'est pas, ça ne les a pas aidés. Ça ne les a pas aidés, voilà. Donc, mais la musique, par contre, les a beaucoup aidés.
On sent que ça les a aidés. Est-ce que la musique a réussi à abaisser, vous avez parlé d'anxiété, de dépression, est-ce que tout ça, ça prouve que la musique réussit à abaisser notre niveau de stress? On s'en va directement rencontrer, merci beaucoup, M. Zatoré, et on se reparle bientôt. Je vous rappelle, vous qui êtes à l'écoute, et sur Facebook, dans le chat pour envoyer vos questions, et sur Zoom, si vous commencez à avoir des questions, vous pouvez lever la main, les envoyer dans la section questions et réponses pour que nous puissions, pour qu'elles soient acheminées aux panélistes. J'accueille donc maintenant Sonia Lupien pour parler de stress et de musique. Sonia Lupien, qu'on connaît, qu'on reconnaît, qu'on entend beaucoup comme vulgarisatrice scientifique, professeure à l'Université de Montréal, qui va nous parler de la musique et peut-être de son côté tranquillisant, elle qui est directrice scientifique du Centre d'études sur le stress humain et qui est habituée de parler, donc de vulgariser les connaissances. Est-ce qu'effectivement, on peut d'emblée dire que la musique contribue à baisser le stress? Est-ce qu'on l'a vérifié? Est-ce qu'on l'a mesuré? Oui, bonjour Sophie André. D'abord, oui, à chaque fois qu'on parle de stress en sciences, là, on parle de survie de l'espèce. Il faut toujours commencer avec l'adaptation et la survie de l'espèce. Et les chercheurs se sont rapidement demandé, est-ce que la musique, vous savez, selon la loi de Darwin, quelque chose qui sert à rien va être éliminé au fil des siècles. Et donc, la question est pourquoi la musique existe-t-elle encore? Darwin lui-même avait dit que la première forme de langage était la musique et qu'une fois que le langage est arrivé, la musique est restée par pur plaisir. Sauf que des chercheurs, par la suite, ont dit non, la musique existe parce qu'elle sert d'affichage social, c'est-à-dire que les membres d'un clan, en faisant de la musique et en dansant ensemble, vont afficher leur force, leur cohésion pour dire aux autres, si vous nous attaquez, vous allez voir, nous n'allons faire qu'un et nous aurons... Et donc, cet affichage social-là, jusqu'à ce que d'autres chercheurs disent « OK, mais ça n'explique pas pourquoi la mère va chanter une tendre berceuse à son enfant ou que des femmes vont chanter à un mourant, par exemple. » Et la troisième hypothèse, et c'est là que le stress va entrer, c'est que la musique servirait pour augmenter les comportements prosociaux à l'intérieur du groupe et donc augmentant la survie de l'espèce. Donc, cette espèce de sentiment de ne faire qu'un quand on est ensemble et qu'on fait de la musique. Et je racontais cette semaine justement à Radio-Can à l'émission Pénélope, ils ont par exemple mesuré des enfants qu'on plaçait dans une condition musicale. Ils devaient faire de la musique en essayant d'aider des petites grenouilles et d'autres enfants qui étaient dans une condition non musicale. Et on a mesuré leurs comportements prosociaux après cela. Et on observait justement que quand on fait de la musique et quand on danse au son de la musique, on va avoir cette espèce de sentiment de cohésion. Et je rapportais justement dans ma chronique, ça me faisait penser à quand mes enfants étaient jeunes et j'allais au Tam-Tam le dimanche sur le Mont-Royal et que je me sentais faire partie du groupe quand je voyais mes enfants danser avec les gens. Et donc, cette cohésion sociale-là, ce que ça fait, ça augmente une hormone qu'on appelle l'ocytocine, qui est une hormone qui est impliquée dans le bien-être quand on entre en interaction positive avec autrui. Et puis, quand l'oxytocine augmente, l'hormone de stress, cortisol, diminue. Et donc, c'est vraiment par un chemin interposé, je vous dirais. Il y a quelques autres chemins qu'on pourrait discuter, vous et moi, mais ce chemin-là est vraiment celui qui expliquerait que par son effet de cohésion sociale, ayant un impact sur la diminution de stress, ça ne partira jamais la musique. Effectivement, la musique est là pour rester. On revient peut-être à ce côté essentiel ou pas, c'est-à-dire qu'elle est universelle, on la voit partout et depuis longtemps dans l'humanité, mais peut-être pas indispensable, quoique, ce qu'on remarque là, comme ciment social, mais aussi peut-être comme... pour son effet individuel, la musique demeure très, très importante. Il faut mesurer tout ça. Il y a des défis scientifiques pour départager, par exemple, ce qui relève, par exemple, quand on fait de la musique, comme vous avez parlé de cette communion qu'on a là, ce qui relève du fait d'être avec les autres, du fait de faire la musique avec les autres. Scientifiquement, c'est toujours un défi de départager les variables. Le rôle réel de la musique dans l'abaissement du cortisol aussi, c'est un défi quand vous faites des recherches là-dessus. Oui, puis vous savez, on dit toujours des chercheurs que ce sont des êtres très rationnels, ce qui est vrai et faux en même temps, parce que la majorité des chercheurs sont des êtres très créatifs, parce que pour être capable de répondre à ce genre de questions-là, comment départager l'effet de la cohésion sociale, de l'effet de la musique, ça prend... Et c'est pour ça que j'adore lire les protocoles expérimentaux, parce qu'ils ont toujours des bonnes idées. Une des façons de répondre à votre question, il y en a eu plein d'autres.
Les premières études qui ont été faites sur l'hormone de stress, justement, c'était des chants choraux. Alors, il y a des gens qui étaient dans une chorale et qui chantaient, puis on mesurait les hormones de stress avant et après le chant choral. Ça peut diminuer jusqu'à 20 %, ce qui est énorme. Oui. Par contre, d'autres chercheurs ont dit, OK, mais c'est le soutien social qu'on obtient quand on est dans une chorale. On a plein d'amis, donc ça n'a rien à voir, c'est le soutien social. Alors, ils ont mesuré les hormones de stress avant et après un chant solo et ça diminue. Moins. Ça diminue peut-être 15 %. Donc, oui, on a un effet de peut-être 5 % qui est vraiment le soutien social qu'on a quand on va chanter en groupe, c'est vraiment ce feeling-là dont je vous parlais. Mais vraiment, un chant solo aussi, le nombre de fois que j'ai chanté dans mon auto à tue-tête quand j'étais stressée puis je n'étais pas sûre d'arriver à temps pour une rencontre, c'était milliers de fois. Et une des raisons, on pense, pour laquelle justement ça va avoir, c'est que quand on chante, on fait de la respiration diaphragmatique. Hein? En dessous de notre cage thoracique, on a un muscle qu'on appelle le diaphragme. Et quand on rentre de l'air, puis qu'on fait une grosse bedaine, c'est-à-dire l'air rentre et notre bedaine sort en même temps, ça fait étirer ce muscle-là qu'on appelle le diaphragme. Et c'est pour ça qu'on dit la respiration de bedaine, ça fait arrêter de stresser. Donc, quand on rentre de l'air, la bedaine sort et que ça va étendre le diaphragme, et à un certain niveau d'extension, ça active la réponse qu'on appelle parasympathique vagale, qui arrête la réponse de stress. On peut faire de la respiration bedaine comme ça en se parlant ou en le faisant, mais quand on chante, sans même s'en rendre compte, on fait de la respiration diaphragmatique, ce qui expliquerait les effets du chant solo. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin d'avoir des amis pour me déstresser parce que juste en chantant par cette respiration diaphragmatique, je vais induire cet effet-là, qui est un effet physiologique de base, mais qui fonctionne à merveille. Quoi qu'on chante, mais si je chante vraiment mal, est-ce que je peux induire du stress chez mes amis, par exemple? Est-ce que la musique peut aussi causer du stress? Ça serait une super étude à faire avec ma bonne copine Isabelle Perretz. On en a fait une ensemble, Isabelle et moi, il y a très longtemps. Puis Mathieu, je pense, faisait partie de l'étude. On exposait des gens à un stresseur. Puis vous savez, quand on expose des gens, puis demandez même pas comment on stresse les gens, je vous le dirai pas. Et donc, quand on mesure, on expose des gens à un stresseur, les hormones de stress augmentent. Et après, si on les laisse tranquilles, ça va prendre un bon 20 à 30 minutes avant que les hormones de stress reviennent à la normale, ce qu'on appelle la période de récupération. Alors, ce qu'on a fait avec Mathieu et d'autres gens, on a exposé des gens à des stresseurs et un groupe faisait rien, je pense, je me souviens plus trop, là, mais attendait que ça passe, que vous dire. Et l'autre groupe écoutait du NIA, hein, Isabelle, je pense bien, et voir si la musique n'aurait pas un effet facilitateur de cette période, la raccourcirait, la période de récupération, et c'est exactement ce qu'on a observé. Donc, vraiment, la musique a cet effet-là qui s'explique par une multitude de principes physiologiques, mais il ne faut jamais hésiter à utiliser ce médium-là. Puis en plus, c'est gratuit, c'est merveilleux. Et puis, en tout cas, on va beaucoup parler d'hormones parce que tout à l'heure, il était question de dopamine, vous parlez de cytocine, donc on sent qu'il y a vraiment un lien physiologique de notre organisme dans le cerveau. Et il y a déjà des questions qui rentrent, et pour vous, et pour M. Zatoré qu'on vient d'entendre. On s'en va à vous, M. Roy, parce que vous allez nous ouvrir les portes du monde de la douleur. On attend ça avec beaucoup d'impatience, mais juste en attendant, il y avait une question que je voulais poser tout de suite à Madame Lupien. Qu'est-ce qui fait que notre cerveau, justement, que cette image, qu'on s'aligne sur le rythme, par exemple, sur la musique, qu'est-ce qui fait qu'on devient, dans un cas de chorale, donc comme celui dont vous avez parlé, qu'on devient synchrone avec les autres? C'est la question à 200 000 $. On appelle ça des effets de synchronie. Hein. Vous savez que notre stress même peut résonner sur les autres. Hein. Je vous amène dans mon labo, Sophie André, je vous stresse, puis je mesure vos hormones de stress, elles vont augmenter. Ensuite, si je vous amène dans mon labo, je vous stresse et j'amène Isabelle. Et Isabelle, je lui dis, Isabelle, toi, t'es chanceuse, je te stresserai pas. Tu vas juste observer Sophie André en train de se faire stresser. Puis je mesure les hormones de stress d'Isabelle. Elles vont augmenter en même temps que les autres. Vous allez raisonner. Et plus il y a un lien entre les deux personnes, mère, fille, conjoint, plus il va y avoir cet effet de résonance. Ça fait des années qu'on le montre et on a tous vécu ça. Hein? On arrive dans un meeting super de bonne humeur, il y a quelqu'un de stressé, puis on ressort les dents barrées sans trop savoir pourquoi. Maintenant, la question à 200 000 $, est-ce que l'effet inverse va avoir? Est-ce que si on est relax, parce qu'on vient d'écouter de la musique, ça peut avoir un impact? On ne le sait pas encore, mais ce qu'on sait, c'est que tous ces effets-là, dont l'effet de la musique, c'est par des effets de synchronie. Il y a plein d'études qui vont mesurer, par exemple, avec des cas EEG, tous les enfants d'une classe qui apprennent tous une tâche de mathématiques. Et ils vont voir qu'à la longue,
les rythmes cérébraux vont se synchroniser. On n'est pas dans l'ésotérique, on n'a aucune idée du mécanisme qui ferait ça, mais encore là, la majorité des gens dans mon domaine pensent que c'est un effet de stress pour de survie de l'espèce. Moi, l'effet de résonance de stress, pourquoi ça existerait? C'est pas pour nous rendre malheureux quand même. Ça me fait toujours penser à ces bancs de poissons dans l'eau. S'il y a un prédateur qui arrive, il n'en suffit qu'un qui part pour que toutes les autres partent aussi. Je me dis que cette résonance de stress-là, si jamais il y a un gros danger, ça me tente de suivre Isabelle si elle part à courir parce que même si je ne sais pas où je vais, il y a des bonnes chances que je me sauve. Fait que c'est la seule réponse que je peux vous donner pour l'instant. C'est une sorte de pari de Pascal voilà. qu'on fait en suivant les autres. Mais la question suivante, elle a été posée d'ailleurs sur Zoom par Antoine d'Odigier Empereur. Est-ce que la musique est particulièrement semblable comme effet à la méditation? Vous avez parlé de la respiration de Beden. En yoga, on fait ça, entre autres, on respire par le ventre. Donc, c'est le diaphragme est mis à contribution. Est-ce que ça pourrait être interchangeable avec la méditation? Beaucoup la méditation de gens. En groupe, oui. Ouais, peut-être pas la méditation, c'est d'autres mécanismes, mais pour le yoga, quand on fait c'est de la respiration diaphragmatique. Donc, beaucoup de gens vont dire c'est exactement le mécanisme. Il n'y a pas 100 000 mécanismes quand on y pense. Le cerveau est quand même assez économe. Là. Je veux dire, si ça marche pour 2 affaires, on va l'utiliser. Et donc, beaucoup de gens vont dire que ce sont les mêmes mécanismes physiologiques à la base. Un matin, on peut décider de faire du yoga parce que c'est ce qui nous plaît bien et le lendemain, d'écouter une toune. Mais fondamentalement, on va activer ce fabuleux... Et on le sent. Hein? Vous le savez quand vous avez activé votre système parasympathique. Savez-vous comment? Même quand on respire justement en yoga comme ça ou peu importe, ça ouvre. Ici, là, on sent que ça ouvre, là, tu dis « Ah, mon Dieu, l'air vient de passer, toi! » Ben, c'est cela. Ça, c'est la réponse parasympathique qui vient d'être activée. Il ne faut pas trop essayer de se souvenir du système et du processus parce que ça va se refermer et on va stresser. Il faut juste en profiter. Il y a un de nos panélistes, Mathieu Roy, qui avait la main levée. Oui, je vais juste rebondir là, sur ce que Sonia disait par rapport à la respiration. On voit que sur la douleur aussi, la respiration a un effet très, très marqué. Puis, on commence à penser même que une bonne partie des effets de la méditation pourrait être médiée par cet effet-là de la respiration sur le stress et sur la douleur. Donc, c'est un truc simple à utiliser puis qui peut avoir un effet assez direct sur le stress, l'anxiété ou la douleur. C'est une bonne chose que vous soyez là, M. Roy, ne bougez pas, restez dans le triplex. Je vais rapidement, M. Zatoré, parce qu'il y a une question, puis avant de l'oublier, sur votre fameuse étude sur la COVID, là, les 43 activités. Il y a quelqu'un qui voulait savoir quelle est la place de l'activité physique dans la liste des réponses des gens. Est-ce que vous vous en souvenez? L'activité physique était, je peux vous dire directement, donc la musique a été choisie par 20% de répondants. L'activité comme regarder la télé ou les films, c'était 16%, et exercice, c'était aussi 16%. Voilà, donc c'était en 3e place à peu près. Donc pas loin de la musique. Toutefois, le fait de faire plus d'exercices n'était pas associé avec une réduction du stress. Ah, alors que la musique est peut-être associée avec cette réduction de stress. Merci beaucoup, M. Zatoré. Je vois que les questions déboulent, mais je veux quand même ouvrir la porte à notre prochain conférencier. Et puis d'ailleurs, il y a une question qui risque de bien faire le lien. Est-ce que toutes les musiques, tous les styles de musique ont un effet bénéfique? Nous demande Annie sur Zoom, par exemple, pour relaxer, pour obtenir des bienfaits. Est-ce qu'on doit privilégier une musique classique au lieu du rock? Il y a donc des musiques qui sont agréables et qui sont désagréables. Et Mathieu Roy, c'est de douleur, donc du côté peut-être de l'effet de la musique sur la douleur comme anesthésiant, analgésique, vous allez nous expliquer ça. Donc, vous allez nous parler, docteur en neuropsychologie aussi et professeur en psychologie à l'Université McGill. Et vous êtes Monsieur Douleur ici, donc tous les aspects de la douleur, mais plus spécifiquement musique et douleur. À vous la parole, Monsieur Roy. Oui, merci. Donc, avant de commencer, j'aimerais souligner que j'ai fait ma thèse avec Isabelle Peretz en supervision avec Pierre Rainville. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser aux effets analgésiques de la musique. Et effectivement, Sonia, j'ai
L'étude en question là, que tu mentionnais, une étude publiée en 2002, donc probablement réalisée un petit peu avant. Donc, ça fait à peu près 20 ans qu'on a fait cette étude-là. Et j'ai tout juste eu le temps d'enlever le secret bien gardé de comment on induit le stress. Alors, rassure-toi, je vais présenter les résultats, mais ton secret sera bien gardé. Je vous ai préparé quelques petites diapositives légères pour vous donner une idée de qu'est-ce qu'on fait là, dans un laboratoire d'études sur la douleur. Donc, je vais vous partager mes diapositives. Et puis aussi, on va avoir l'occasion d'écouter certains extraits musicaux. Donc, est-ce que vous voyez bien mes diapos? Oui. OK, donc je vais passer en mode présentation. Donc, souvent, lorsque je parle de douleur, effectivement, les gens se demandent est-ce qu'on peut réellement induire de la douleur en laboratoire? Et la réponse est oui. Donc, si bien entendu, l'image ici est un petit peu caricaturale, c'est pas trop loin de la réalité. Mais bien entendu, on utilise des techniques de stimulation douloureuse qui ne laissent pas de traces. Donc, tout ça est éthique. Et puis aussi, on s'assure de ne pas dépasser le seuil de tolérance de nos participants. Voici quelques techniques qu'on utilise. Donc, la stimulation thermique est notre technique de prédilection. Donc, on chauffe la peau. Et puis, ça suscite un certain niveau de douleur là, qui peut s'apparenter à la douleur qu'on ressent, par exemple, lorsqu'on tient une tasse de café là, très, très chaude là, juste avant de la déposer sur la table. Donc, c'est à peu près ce niveau de douleur-là. On peut aussi utiliser des chocs électriques qui ont certains avantages. On peut aussi demander aux participants de garder leurs mains dans un bassin d'eau très, très froide le plus longtemps possible, donc jusqu'à temps qu'ils soient plus capables de la garder. Puis, il y a aussi d'autres tests qu'on peut utiliser, mais ça, ce sont les 3 tests qu'on utilise le plus fréquemment. Soit dit en passant, en haut à gauche, c'est un de nos participants que j'avais eu là, pendant ma thèse. Et puis, c'est ma main ici qui tient la Thermod qui est l'équipement qu'on utilise pour administrer nos simulations thermiques. Comment est-ce qu'on la mesure? C'est très simple. On la mesure essentiellement là, en utilisant une échelle telle que celle que vous voyez à l'écran. Donc, on demande à nos participants d'évaluer quelle est l'intensité de la douleur. 0, aucune douleur, 100, extrêmement douloureux. Donc, ils doivent nous donner un chiffre là, entre ces 2 bornes-là. Et c'est important de noter que la douleur, par définition, est une expérience subjective. Donc, bien sûr, c'est une expérience subjective qui est causée normalement par certains processus physiologiques, mais le lien entre la physiologie et l'expérience subjective n'est pas toujours là. Donc, c'est toujours important d'avoir ces évaluations-là subjectives de douleur. D'autres mesures, disons, plus objectives de douleur, on peut mesurer ce qu'on appelle le réflexe nociceptif de flexion. Donc, ça, c'est le réflexe qui nous fait enlever notre jambe lorsqu'on marche sur quelque chose de douloureux, donc qui pourrait nous blesser. Donc, on retire de façon réflexive le pied. Et en laboratoire, on peut mesurer ce réflexe-là en donnant un choc électrique au niveau de la cheville et puis en mesurant l'activité du biceps fémoris, donc le muscle qui va retirer la jambe. Et puis, on peut aussi utiliser l'imagerie cérébrale. Donc, il y a certains patrons d'activité cérébrale qui sont caractéristiques de douleur. Et puis, on peut s'en servir pour inférer la présence et l'intensité de douleur. Donc, ça, c'est un petit peu là, ma spécialité ici. Comment mesurer le stress ou l'anxiété? Donc, il y a la douleur, mais il y a aussi toutes sortes d'émotions négatives qui sont dans la même famille que la douleur. Donc, comme Sonia l'a mentionné, on peut mesurer le cortisol. Donc, ici, c'était les résultats de notre étude publiée en 2002. Et Sonia, c'était pas du Enya, c'était du Vangelis. Mais c'était pas très loin. Ici, donc, on stressait les participants et à toutes les 15 minutes à peu près, on prenait le cortisol, le taux de cortisol salivaire, donc il devait nous donner des échantillons de salive. Et dans une condition, suite au stress, les participants étaient mis dans une condition
sans musique, donc en silence, et une autre partie des participants écoutaient la musique relaxante. Donc, c'est les points qu'on voit ici en noir, et on voit que ceux qui étaient dans la condition relaxante sécrétaient moins de cortisol. Il y a d'autres petits réflexes qu'on peut examiner. Donc, à droite, ici, j'ai une vidéo qui montre le réflexe de sursaut. Donc, le réflexe de sursaut, c'est le clignement d'œil qu'on va avoir lorsque on est soumis à un stimulus bref et saillant. Donc, dans ce cas-là, c'était un son qui était joué dans les écouteurs. Et puis, ce qu'on voit, c'est que la musique va avoir un effet sur l'amplitude de ce réflexe-là. Donc, je vais vous le présenter ici. On était chanceux, on avait une petite vidéo. Puis, ce qui est intéressant avec ces mesures-là plus objectives, c'est que qu'elles ne sont pas sous le contrôle volontaire des participants, et donc on ne peut pas suspecter qu'il y a un biais de réponse. Les gens ne contrôlent pas ces réponses-là. Donc, vous avez entendu le petit psh, c'est ça qui va faire cligner les yeux. Et là, on avait une musique qui était agréable et stimulante, un petit peu pour rebondir sur la question sur le genre de musique. On avait aussi des musiques qui étaient désagréables, donc Isabelle m'a supplié de ne pas les présenter, mais les gens en général sont curieux. Donc, attendez. Donc, c'est ça. Donc, on a essayé plusieurs choses comme musique désagréable. Au début, on avait essayé le heavy metal, mais beaucoup de gens apprécient le heavy metal. Donc, j'ai demandé à un ami qui faisait sa maîtrise en électroacoustique de me trouver quelque chose de spécial. Et puis, il m'a trouvé quelques perles rares comme celle-là. Donc, en général, les gens apprécient pas ce genre de musique contemporaine, expérimentale. OK, donc quel genre de musique pour soulager la douleur? Donc ici, j'ai fait une petite chronologie là, vraiment très brève là, des différents types de musique qu'on a essayé. Donc, on a commencé en fait en comparant des musiques gaies et tristes. Donc, on demandait aux gens de nous apporter leur musique gaie et triste préférée au laboratoire. Et là, on n'a pas eu d'effet. Donc, ça, c'était la première étude de ma thèse. Et puis, ce qu'on a réalisé, c'est que les musiques tristes sont agréables aussi et que c'est probablement l'aspect agréable de la musique qui est responsable des effets analgésiques. Donc, par la suite, on y a été le tout pour le tout, puis on a utilisé le genre de musique que je viens de vous présenter. Et c'est là que notre fameux participant entre en piste. Donc, pendant que nos participants écoutaient ces différents types de musique-là, on administrait des stimulations thermiques suivant 3 températures qui sont normalement douloureuses. Et ce qu'on voit ici, c'est que, bon, bien entendu, il y a un effet de la température sur la douleur, mais la musique agréable, donc la barre en gris ici, est associée à des évaluations de douleur moins intenses. Oups. OK. Par la suite, on a voulu savoir, bon, agréable, désagréable, mais c'est intéressant, mais finalement, personne va choisir d'écouter de la musique désagréable. Donc, parmi les musiques agréables, est-ce que la musique relaxante est plus efficace que la musique stimulante? Donc, ici, j'ai des exemples d'extraits musicaux. Donc, vous avez déjà entendu une musique agréable, stimulante. Je vais essayer de trouver la musique relaxante, le vent. Donc, ça, c'était le Vangelis de l'étude sur le stress. Et ce qu'on a constaté, c'est que la musique relaxante était un petit peu plus efficace que la musique stimulante. Donc, c'est les barres qu'on voit à droite ici. Et dans cette étude-là aussi, on a mesuré l'amplitude du réflexe nociceptif de flexion. Donc, ça nous a montré que la musique pouvait avoir un effet même au niveau là, de la moelle épinière. Donc, ça, c'était vers la fin de ma thèse. Et puis, pendant quelques années, là, j'ai vaqué à d'autres occupations. Il y a eu un intermède dans mes études sur les effets de la musique. Puis récemment, tout juste avant la pandémie, là, on a repris
nos études. Et là, quand on a repris nos études, on s'est inspiré d'un modèle dimensionnel des émotions musicales qui avait été proposé par David Greenberg. Donc, ce que David a fait, c'est qu'il a demandé à des milliers de participants d'évaluer des centaines d'extraits musicaux sur plusieurs qualificatifs, adjectifs émotionnels qu'on voit, bon, on voit plus ou moins à gauche ici. Et ce qu'il a constaté, c'est qu'on peut dégager 3 grandes dimensions d'émotions musicales. Donc, il y a l'arousal, l'aspect relaxant, stimulant. Il y a la profondeur de la musique. Donc, est-ce que la musique est sophistiquée, poétique, onirique? L'inverse d'une musique profonde, ce serait peut-être le genre de musique qu'on peut entendre dans des discothèques. Finalement, la troisième dimension, c'était la balance. Et dans ce cas-ci, c'était surtout l'axe gai-triste. Et donc, avec mon étudiant Darius, on a systématiquement pris des extraits là, qui variaient sur ces 3 dimensions-là, de balance, profondeur et arousal. Et ce qu'on a vu à travers 2 études, c'était que la musique relaxante a un effet et a un effet à travers nos 2 études. Et puis, pour rebondir un petit peu sur ce que Sonia disait, c'est intéressant ce que tu disais sur l'ocytocine, parce que les effets de la musique relaxante, ça me fait beaucoup penser aussi aux berceuses que les mères peuvent chanter à leurs enfants. Donc, ça pourrait être le même genre là, de phénomène qui explique là, ces effets-là analgésiques de la musique. Puis, on sait aussi qu'il y a un lien entre l'ocytocine et les opioïdes endogènes. Donc, c'est comme une sorte d'hormone qui va calmer, qui va amener du réconfort. Et aussi, l'autre résultat qui était intéressant, c'était que la profondeur aussi avait un effet. Donc, ici, la façon de lire le graphe, c'est plus on est loin là, du zéro, de la barre grise, plus l'effet est significatif. Donc, les musiques qui étaient intéressantes, oniriques, profondes, étaient aussi celles qui avaient un effet analgésique plus marqué. Puis finalement, dans une dernière étude, et puis ensuite là, j'arrête, je vais aller vraiment rapidement sur cette dernière étude-là, on a voulu comparer aussi deux autres types de musique. Donc, d'un côté, on a pris une musique qui était dans une application de musicothérapie qui a été développée par le docteur Stéphane Guettin. Donc, c'est une très belle application, très bien faite. Il y a des échelles de douleur. C'est lui qui enregistre sa musique et qui compose là, ses équipes de musiciens. Très belle musique relaxante. Donc, on a pris la musique de Music Care. Puis, on a voulu la comparer à la musique préférée. Donc, qu'est-ce que les gens... On demandait aux gens, amenez votre extrait de musique préféré dans le laboratoire. Et ici, comme condition contrôle, on a pris des extraits musicaux et on les a mélangés pour rompre la structure musicale. Si vous êtes curieux, plus tard, je vais pouvoir vous présenter là, les stimuli. Et ce qu'on a vu, c'est que la musique préférée ici, donc l'originale, pas celle qui était scrambled et celle qui est associée au plus d'analgésie. Mais la musique relaxante de Music Care aussi avait un effet analgésique. Et là, pour revenir un petit peu sur ce que Robert Zatorre a mentionné, on a pris la peine aussi de demander aux gens d'indiquer s'ils ressentaient des frissons musicaux. Et on a vu aussi que l'analgésie ici était aussi proportionnelle à l'intensité des frissons musicaux qu'ils rapportaient pendant qu'ils écoutaient leur musique. Donc voilà, c'était un bref survol du genre d'études qu'on fait. Est-ce que ça veut dire que la musique pourrait se tailler une place dans la pharmacopée dont on dispose pour gérer la douleur? Est-ce qu'on peut aller jusque-là? Oui, dans les approches de traitement de la douleur, certainement, puis c'est déjà le cas. Donc, la musicothérapie est utilisée dans plusieurs hôpitaux. Puis aussi, je dois mentionner que nous, ce qu'on utilise,
c'est relativement limité qu'est-ce qu'on peut faire dans une situation de laboratoire contrôlé. Mais on voit que dès qu'on commence à introduire quelque chose d'un petit peu plus personnel, comme lorsque les gens apportent leur musique ou choisissent leur musique préférée, les effets sont vraiment plus forts. Et puis, probablement que les effets d'une vraie musicothérapie avec un musicothérapeute qui interagit avec le patient vont être encore plus forts. Mais bien entendu, en laboratoire, ce qu'on veut, c'est être capable d'isoler les différents facteurs puis de comprendre qu'est-ce qui va où, comment ça marche. Donc, on est très bon pour isoler chacune des composantes ou défaire un petit peu le puzzle. Mais quand on fait ça, souvent, on perd un petit peu de l'intensité dans nos effets. Mais effectivement, c'est une question qui nous est souvent posée, savoir à quel point ou comment est-ce que la musique pourrait se comparer par rapport aux médicaments analgésiques existants. C'est difficile à faire comme comparaison, mais je dirais que c'est certainement plus efficace que les Tylenol ou l'aspirine. Donc, surtout juste si on prend la musique préférée, c'est plus un plus grand proportion. Ouais. Quand même, il n'y a pas d'effet secondaire. C'est quand même quelque chose qu'on nous recommande souvent quand ça fait mal. Alors, si la musique est efficace, je vais ouvrir et lancer quelques questions, mais des choses aussi qui touchent à tout le monde. Sur le côté universel de tout ça, ce qui est très désagréable pour un, et sans doute, vous avez mentionné le heavy metal, Monsieur Zatoré, Madame Lupien, Isabelle Peretz aussi, quand on conçoit des études comme ça, il faut aller choisir, il faut parler un langage universel et utiliser des extraits musicaux qui plaisent à tout le monde. Toutes les cultures ne sont pas égales, M. Zatoré, dans leur relation à la musique. Moi, si j'écoute de la musique chinoise, des fois, les quarts de ton, les demi-tons vont me déstabiliser, mais c'est le contraire aussi pour quelqu'un d'une autre culture qui écoute notre musique à nous. Oui. Moi, je peux dire que c'est fort compliqué, la question de différentes cultures. Mais sans aller dans d'autres cultures, dans notre culture occidentale, il y a des goûts qui sont très, très, très différents. Et nous, quand nous faisons nos expériences, on choisit toujours la musique en fonction de la personne. Soit on demande à la personne de choisir elle-même leur musique préférée, ou bien on choisit des gens qui aiment un certain genre de musique, soit musique pop, soit jazz, soit opéra, soit rap. Et puis, on donne la musique pour ce groupe de personnes. Et j'aimerais dire aussi un autre petit détail, c'est que on parle beaucoup de la musique comme pour baisser le stress ou la douleur, etc. Mais aussi, il faut souligner que la musique peut aussi augmenter le stress, notamment si ce n'est pas une musique qui est préférée. Et ça a été déjà utilisé, la musique, comme instrument de torture même. Donc la musique est très puissante. Elle peut, on met l'emphase sur son application dans le cadre thérapeutique pour faire du bien, mais il y a des gens aussi dans les services de renseignement. Oui, qui s'intéressent aussi à des utilisations un peu plus néfastes. Je me souviens même d'une expérience au métro Berry-UQAM à Montréal où on mettait de l'opéra à fond la caisse pour que les jeunes ne se tiennent, les groupes de jeunes arrêtent de se tenir là. C'était assez efficace, l'opéra, pour cette clientèle-là qu'on visait. Isabelle Peretz, vous aviez une réaction à apporter? Oui, je ne résiste pas. On a déjà discuté de ça avec Robert. C'est à l'origine de nos études sur les émotions. Mais il y a tout de même des universaux. Alors, ça dépend un peu de la question que vous allez poser. Donc, si vous posez une question comme est-ce que les gens vont pouvoir reconnaître une musique qui fait peur par rapport à une musique qui est plutôt joyeuse, eh bien, c'est assez universel. Et vous n'avez pas besoin de rester dans notre propre culture. Il y a des études qui montrent que même dans des cultures complètement isolées qui n'ont jamais été exposées à notre musique, ils vont évidemment pas juger à 100% ce que nous jugeons comme épeurant en québécois,
mais ils vont être au-dessus du niveau du hasard. Donc, il y a des universaux et il y a plusieurs études qui le montrent par rapport à certaines émotions. Là-dessus viennent se greffer les différences culturelles, bien sûr. Je voulais juste mentionner ce petit passage. Il y a donc des patterns reconnaissables, quelle que soit la culture. Oui. Il y avait une question d'ailleurs directement liée à ça. Une question liée à notre vie depuis un an en confinement et à la synchronie de Sonia Lupien que vous abordiez, mais qui est ouverte à tous les panélistes aussi. Elle est posée. Est-ce qu'il y a eu, on les a vus, là, ces concerts en streaming, vous aviez mentionné, Isabelle Pérez, au début, les balcons, la musique sur les balcons. On a vécu des expériences musicales ensemble, sans être ensemble depuis un an. Est-ce que, Sonia Lupien, la synchronie dont vous avez parlé, ça fonctionne même à distance? Est-ce qu'on peut vérifier ou on a vérifié tout ça? Bien, moi, je vous parlais de la résonance de stress. Hein? Oui. Donc, si vous êtes stressé et qu'Isabelle vous observe, bon, ces hormones de stress vont augmenter en même temps que vous. Et les chercheurs, bien oui, ont posé la question. Donc, première question, ils se sont dit, ça, c'est quand les gens sont dans la même pièce. Ensuite, la deuxième question, c'est si les deux personnes, l'observateur et le stressé, sont séparés par une fenêtre, hein, un miroir, une fenêtre, est-ce que ça fonctionne? Et oui. Alors, si vous regardez quelqu'un à travers une fenêtre, super stressé l'autre bord de la fenêtre, vous allez entrer en résonance, vos hormones de stress vont augmenter en même temps que les vôtres. Et enfin, les chercheurs allemands ont posé la dernière question, est-ce que ça passe à travers un ordinateur? Alors, ce qu'ils ont fait, ils ont stressé des gens, ils les ont filmés. Et ils ont présenté les films à des gens sur ordinateur. Et oui, ça va fonctionner aussi. Moins bien, je vous le jure, je vous le montrerai, mais ça va fonctionner aussi. Donc, ça a énormément d'implications pour tous nos Zooms. Mais c'est un écran. Je veux dire, on est quand même là. Je vous sens quelque part. Je vous sens moins que si on était dans la même pièce. Mais je vous sens. Je vois votre regard. Je vois votre gestuelle. Et moi, je suis devenue accro en ces temps de pandémie au choral virtuel. Quelle belle carte d'affaires. Et là, il y a plein d'écoles avec les professeurs de musique qui ont décidé de faire... Et là, il y a une compétition de chorale virtuel. Écoutez, c'est de toute beauté. C'est le fun à regarder, etc. Et je regardais ça, puis je me dis, moi, je la sens, cette résonance-là. C'est extrêmement difficile à prouver que ça va diminuer mon stress, mais je connais assez le stress et je suis assez capable de le reconnaître pour me dire, je ne sais pas comment je vais faire pour le démontrer, mais je pense qu'on aura quand même réussi en ces temps de pandémie. L'humain, c'est une parfaite machine pour aller chercher ce dont il a besoin, là. Je pense qu'on aura quand même réussi à faire ça. D'ailleurs, M. Zatoré, quand on a mesuré la place de la musique, est-ce qu'on a fait une différence entre les gens qui produisent de la musique et les gens qui écoutent de la musique? On comprend que Mme Lupien, ça lui a fait du bien d'écouter de la musique. On ne sait pas si vous avez chanté sur le web pendant la pandémie. Non? Ah, d'accord. On aurait voulu aller chercher les extraits. Mais est-ce qu'il y a une différence, M. Zatoré, entre faire de la musique et écouter de la musique quant aux effets? Oui, on a posé cette question, évidemment. La question sur la musique était subdivisée dans plusieurs sous-questions, y compris le chant, jouer un instrument de musique, écouter de la musique, danser. Il y avait plusieurs choses. Et puis, il n'y avait finalement pas grande différence. N'importe quelle activité musicale avait plus ou moins le même effet. Et il y a une question tout de suite qui rentre que je vois, et je vais vous la poser tout de suite sur peut-être vous, M. Zatoré, mais Mme Lupien aussi. On parle de stress qui serait abaissé par la musique, mais les musiciens, avant de se produire, ils ressentent du stress. Il y a du trac et tout ça. Est-ce que ça peut être une source de stress pour les gens qui produisent, qui font la musique? Je vais laisser le Dr Zatoré répondre. Ou je peux... je n'ai pas vraiment de réponse, sauf que je crois que toutes les deux choses arrivent. Quand vous allez vous présenter devant un public, c'est certainement très stressant. Toutefois, lorsqu'on rentre dans la musique, on est dans un état un peu de ce qu'on appelle flow. Et puis là, on oublie des fois qu'il y a quand même un auditoire. Mais ça dépend beaucoup de la situation et du niveau de maîtrise que vous avez sur votre instrument. Et si je peux me permettre de faire un petit peu de millage là-dessus, j'ai quelque chose à dire aux musiciens. En fait, deux choses. Le stress, c'est pas négatif. Il y a une courbe en U inversée entre le stress et la performance. Vous voulez être stressé un petit peu, sinon on est tous morts de toute façon. Et donc, le trac, il est nécessaire. Et moi, je me souviendrai de cette comédienne qui un jour m'avait dit, moi, Sonia, la seule fois de ma vie où j'ai pas eu le trac, j'ai été mauvaise. Donc, n'ayez pas peur de cette réponse de stress que vous avez avant une performance.
vous la voulez. C'est ça qui va augmenter ce flow dont on parlait, Dr. Zatoré. Et d'ailleurs, je sais que les bêta-bloqueurs, c'est quelque chose qu'on utilise souvent pour prévenir ce trac. Le bêta-bloqueur va empêcher la réponse catécholaminergique, donc l'augmentation de l'adrénaline qui crée le trac. Eh bien, sachez que j'ai fait beaucoup d'études sur ce médicament parce qu'on voulait justement empêcher la réponse de stress en jouant sur cette hormone-là. Donc, on a administré des bêta-bloqueurs à des gens et on a mesuré leur capacité de se souvenir d'informations neutres ou émotionnelles, parce que nous, c'est les émotions qui nous intéressaient. Et on a montré que le prix à payer pour ne pas avoir de trac, c'est une diminution notable de notre capacité de se rappeler les informations émotionnelles positives autant que négatives. Donc, le prix à payer, on n'aura peut-être pas le trac, mais on ne se souviendra peut-être pas du super bon feeling qu'on a eu après cette superbe représentation. Donc, le système est fait. Comme je dis toujours, le stress, le cerveau n'a pas créé le stress pour nous rendre malheureux. S'il l'a créé, c'est parce que ça sert à quelque chose et il ne faut jamais vraiment oublier ça. Ce trac-là, il est nécessaire. Puisque Sonia n'avait pas levé la main, je vais interrompre comme Sonia. Parce que, en fait, la prédiction que Robert a faite que la personne qui fait de la musique va rentrer dans le flow, mais amène à une autre prédiction qui est celui qui fait du théâtre devrait avoir un peu plus de stress s'il est que le musicien. Eh bien, il n'y a pas d'études. J'ai cherché. Non, je pense pas quand même. Il y a des voix là, des arts comparés. Il y a une question que je vais adresser à M. Roy qui est arrivée des gens qui nous regardent sur Zoom. C'est Christine Beckett qui vous pose la question, M. Roy. Est-ce qu'il y a danger si une personne écoute sa musique préférée pendant que vous la torturez dans votre laboratoire, par exemple? Je sais que ce n'est pas de la torture. Que l'effet de la douleur serait de diminuer le plaisir dans sa musique préférée. Et on fait référence à Clockwork Orange. C'est vrai qu'il nous a présenté des classiques du classique et qui les ont un petit peu associés à quelque chose de très désagréable. Oui, tout d'abord, j'aimerais dire bonjour à Christine Beckett. C'est une très bonne question et c'est toute une conversation que j'ai eue avec Stéphane Guétin parce que sur la base des résultats là, que je vous ai montrés, je lui disais un petit peu que son application n'était pas aussi efficace que lorsqu'un participant amenait sa musique préférée, donc la musique relaxante qu'il avait composée là, pour son application. Et sa réponse a été justement de dire oui, mais il y a un danger à utiliser. D'abord, c'est pas toujours pratique parce que il faut préparer la personne, lui dire d'amener alors que lorsqu'on a l'application, on a la musique, mais il a soulevé aussi ce danger-là qu'un lien négatif se forme par rapport à la musique préférée. Surtout, puis à travers la conversation que j'ai eue avec lui, on a réalisé que c'était surtout si c'était répété dans le temps. Donc, c'est plutôt de façon anecdotique, mais c'est des gens que je connais bien qui ont utilisé l'application de Stéphane, par exemple, lors de traitements pour le cancer. Et puis, ils l'ont utilisé pendant des semaines et des semaines. Et puis, à la fin, ils disaient, ça a très bien marché. Mais Stéphane, ton reggae calédonien, là, maintenant que je suis sorti de mon cancer, je peux plus l'écouter, parce que ça en est venu à être associé à une période. Donc, effectivement, il y a un danger d'avoir un effet Clockwork Orange, mais c'est pas quelque chose qu'on a étudié encore, mais ce serait intéressant de regarder ça. J'aimerais aller vers Simonet et vers Floris pour que les gens qui sont en train de nous écouter sachent aussi qu'on peut poser des questions dans d'autres domaines qui sont étudiés. Si, par exemple, de façon plus pointue, Simonet, dans la Belle, on vous voit là, sur le lien entre musique et performance sportive, parce que vous, c'est ça qui vous intéresse comme étude. Et est-ce que la musique nous aide à être plus performants? On ne vous entend pas, par contre. Pardon. Oui. Tout d'abord, c'est sûr qu'il y a une relation très étroite généralement entre musique et mouvement. Chacun d'entre nous a fait cette expérience d'écouter de la musique qui est très rythmée, avec une pulsation qui est très évidente. On a une tendance naturelle, spontanée à bouger avec la musique. Donc, ce n'est pas tout à fait surprenant que, effectivement, les sportifs, depuis des décennies, je pourrais dire, utilisent la musique comme outil pour effectivement booster leur performance. Il y a beaucoup d'études sur ces sujets-là. Donc, c'est vrai qu'on dit que la musique a un effet énergogène.
Donc, il y a des études qui datent même du début des années 10 au XXe siècle qui montrent qu'il y avait des compétiteurs qui faisaient de la course et qui faisaient de l'activité sportive. Eh bien, avec la musique, l'activité était beaucoup plus rapide, leur vitesse était beaucoup plus grande. Donc, il y a des effets qui sont documentés par la science. Donc, on a des effets par exemple, sur la performance sportive, en termes de force, en termes de vitesse, en termes d'énergie. Et aussi, la musique peut être un élément motivant, même avant de faire une activité sportive. Donc, c'est dépendamment du type de musique. Dans la musique peut avoir un rôle motivant ou bien relaxant, hein, dépendamment du type de musique qu'on écoute. Ensuite, là, c'est à mon tour d'oublier mon micro. Est-ce que vous avez poussé jusqu'à remarquer des différences selon le type de musique ou même il y a une question selon la fréquence de la musique, basse fréquence versus hausse fréquence, pour le lien, par exemple, avec la stimulation pour le sport et la performance? Alors, généralement, on peut dire que, dépendamment du type de musique que vous avez, mais aussi des caractéristiques de la musique comme le rythme. Hein. Bon, c'est sûr que dans la relation entre la musique et le mouvement, le rythme joue un rôle fondamental. Donc, si vous avez une musique, pensez si vous écoutez du chant grégorien, vous ne bougez pas sur des chants grégoriens. Si vous avez du tango ou de la musique qui est extrêmement rythmique, vous bougez automatiquement sur la musique. Donc, ça, c'est quand même un aspect important. Il y a l'aspect de la préférence musicale qui était aussi évoqué auparavant. Évidemment, en fonction de si la musique est préférée ou moins, elle peut agir différemment sur le mouvement et sur la motivation qui va avec. Donc, il y a plusieurs éléments quand même, plusieurs types d'aspects qui peuvent jouer sur la capacité de la musique d'évoquer le mouvement et d'aider dans une performance sportive. Donc, impact là, et si vous avez des questions, soit sur Facebook ou sur Zoom par rapport à cet impact de la musique sur la performance sportive ou la pratique sportive. Il y a une question Facebook qui est arrivée sur l'impact ou l'effet de la musique sur l'apprentissage des enfants. Floris, je vais aller avec vous, là, pour la société, ce ne sera pas long, mais cette question-là, l'impact de la musique sur l'apprentissage des enfants à l'école. Et puis, on est en train de mesurer toutes sortes de variables d'apprentissage avec cette année de fou qu'on a vécue pour les enfants et l'apprentissage. Est-ce qu'on a déjà étudié, M. Zatoré, M. Roy, Mme Peretz, l'impact de la musique sur l'apprentissage? Qui osera se lancer? C'est énorme. Oui, oui, il y a énormément d'études là-dessus parce que c'est la grosse question que tout le monde se pose, surtout dans le système d'éducation. Puis j'ai écrit un livre là-dessus pour faire un petit peu de publicité, de promotion, mais c'est redevenu fortement discuté parce qu'il y a tout de même des études, genre méta-analyse, donc qui regroupent toutes les études et qui les quantifient quant aux effets, qui questionnent cet effet-là. Alors, aujourd'hui, en fait, tout ce qu'on aborde, c'est tous les effets, si vous voulez, indirects. Alors, si effectivement la musique apporte du plaisir et le fait d'en faire est encore meilleur que le fait d'en écouter, mais bien sûr, indirectement, ça va vous aider à apprendre. Donc, c'est un peu plus dans cet esprit-là que j'aurais envie de répondre aujourd'hui. C'est oui, il y a des effets sur l'apprentissage, mais ils sont nombreux et probablement indirects. C'est que ça nous apporte tellement de plaisir que, bien sûr, mais pas rien que ça. Il y a tout l'effet que Sonia disait, qui est le fait de le faire en groupe, qui est bien important, qui va au-delà du fait que c'est social, que ça va, c'est effectivement. Donc aujourd'hui, c'est un peu ça. C'est tous ces effets qu'on peut mesurer, si vous voulez, de façon somatique, hein, dans les hormones, qui peuvent expliquer aussi tous des effets bénéfiques qu'on connaît bien, hein, comme l'effet Mozart, d'écouter du Mozart va vous rendre plus intelligent. Oui, mais ça. Oui, voilà. Hein. Mais moi, je viens de la campagne et je me souviens quand c'est sorti, puis mon père avait décidé qu'il y avait des haut-parleurs dans la grange et puis qu'on mettait du Mozart parce que les vaches seraient plus heureuses. On ne faisait même pas de lait, mais elles étaient simplement plus heureuses et qu'elles allaient être plus sympathiques ou je ne sais pas quoi. Est-ce que c'est vrai, ça? Mais non, pas comme ça. C'est de nouveau la même chose. C'est de nouveau l'effet indirect. Si vous aimez la musique de Mozart, eh bien oui, vous allez trouver la tâche ennuyeuse qu'on va vous demander de faire beaucoup
vous allez mieux la faire que si on vous présente le type de musique que vous supportez pas ou qu'on vous laisse tout seul, isolé, à devoir attendre quelque chose. C'est un effet de ce type-là, c'est indirect. Donc, c'est un peu tout ce qu'on a dit. Donc, on ne sait pas si les vaches aiment Mozart, on ne sait toujours pas si mais si, enfin non, ça a été prouvé. Non, mais en fait, ce que ça va faire plaisir, c'est à ceux qui traînent les vaches. Ah, voilà. Ah, hein? Voilà. Voilà, ben justement, ben c'est là, Floris Van Hutt, que je vais à vous parce qu'on parle beaucoup d'hormones et de choses mesurables sur les individus, les impacts de la musique sur le cerveau des personnes, le niveau de cortisol, de dopamine ou d'ocytocine des personnes, mais les sociétés aussi ont un impact ou sont modulées, sont sensibles à la musique. Et ça, c'est votre champ d'expertise à vous, Floris. Oui, c'est effectivement une chose qui m'intéresse beaucoup. Je pense que tout le monde va probablement être d'accord que la musique fait en grande partie de ce qu'on considère notre identité. Et donc, je pense que là, c'est plusieurs gens déjà aujourd'hui ont touché à ça, que en fait, on s'identifie avec certains groupes à travers la musique. Et donc ça, c'est une des fonctions, on peut peut-être même postuler, que la musique prend. Donc c'est le fait de permettre aux gens de se mettre ensemble à travers la musique. Et donc là, la question c'est, donc, est-ce que c'est vraiment la musique ou est-ce que c'est un effet indirect? Donc, comme Isabelle le disait, ça peut aussi très bien être le fait de juste faire quelque chose ensemble qui plaît à plus ou moins tout le monde. Pas tout le monde, mais genre une grande partie des gens plaît la musique. Et donc la question, est-ce que c'est vraiment la musique ou c'est juste, c'est déjà bien, mais on se demande, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose de spécifique dans la musique? Et là, c'est peut-être Madame Lupien qui a déjà un peu parler de ça, c'est que une chose qui semble être particulière à la musique, c'est que on peut bouger ensemble avec la musique. Donc, comme par exemple quand on danse ensemble, alors on se bouge ensemble dans le même temps. Et donc là, ça crée déjà au niveau corporel, ça crée une certaine résonance que déjà beaucoup d'études ont montré. Et ça crée tout un tas de phénomènes fascinants au niveau corporel et au niveau de synchronie dans l'activité de cerveau. Et ça se montre dans des effets sociaux. Donc, par exemple, on se sent plus proche à ceux avec qui on bouge ensemble, même sans musique en fait. Et l'effet, c'est plus fort avec la musique. Et d'ailleurs, est-ce que ça s'applique au sport d'équipe, d'individus et société? C'est un peu comme pratique de sport individuel et pratique de sport en équipe. Simone Lalabella, est-ce que c'est possible qu'il y ait un effet sur une cohésion, une résonance dans une pratique de sport d'équipe aussi? Je pense que c'est tout à fait pensable. Ensuite, c'est vrai que si on regarde la littérature jusqu'à présent, on ne sait pas beaucoup par rapport aux effets des synchronisations collectives au moment où il y a des événements des sports collectifs. Donc, je pense tout à fait que oui, je suis tout à fait disons, du même avis que Floris, surtout par le fait que la musique, dans ce cas, présente un stimulus qui est facile à détecter par tout le monde et auquel tout le monde peut trouver un accord, qui est sa pulsation. Donc, si vous pensez au sport synchronisé, pensez à la nage synchronisée, ben, vous avez une musique derrière qui est extrêmement évidente, avec une pulsation qui est très claire. Ben, ce n'est pas très compliqué, même pour quelqu'un qui ne fait pas du sport synchronisé, de taper du doigt ou de bouger avec la pulsation de cette musique. Donc, la musique facilite beaucoup cette cohésion au niveau du mouvement, qui aussi peut se transférer à une cohésion plus générale au niveau du stress collectif et d'autres aspects qu'on a déjà discutés.
Non, il y a une question sur, sur les fonctions exécutives. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé quand on a mentionné musique et cerveau depuis le début. On parlait beaucoup de choses qui sont très profondes et peut-être un peu primaires, qui relèvent peut-être du réflexe, même parfois. Mais les fonctions, et c'est Mathieu Paris qui me pose la question, au plan des fonctions supérieures du cerveau, les fonctions exécutives, est-ce qu'on a mesuré, est-ce qu'on réussit à dire que la musique agit, a un effet? Monsieur Zatoré, oui. Oui, tout à fait. C'est pourquoi j'ai mis l'emphase sur le fait que il faut à la fois le système très primordial de la récompense qui réagit avec toutes les zones, y compris les aires frontales qui sont les plus développées chez l'humain. Et donc, par exemple, pour vous donner un exemple très clair, en écoutant de la musique, il faut garder les sons dans la mémoire du travail, ce qu'on appelle mémoire de travail. Ça veut dire qu'il faut stocker l'information pour pouvoir faire le lien entre le son que vous avez entendu il y a 30 secondes et le son que vous entendez maintenant. Soit le rythme, soit les harmonies qui évoluent, etc. Et donc, ça, c'est une fonction qui dépend des aires frontales. Et ça, on le sait depuis longtemps. Donc, il y a beaucoup d'autres fonctions aussi. Et c'est pourquoi je suis très sceptique par rapport à l'idée que d'autres espèces ont de la musique. Ils utilisent le son pour d'autres choses, même mieux que nous. Par exemple, les chauves-souris qui sont capables de faire l'écolocalisation, que nous ne faisons pas vraiment. Mais pour avoir de la musique, il faut des aires auditives très développées et des aires frontales très développées. Et je crois que c'est unique à l'être humain. C'est intéressant, ça. Puis il y a un documentaire qui a pris l'affiche le 2 avril, qui est comme une vague, qui est un documentaire qui fait un survol de certaines recherches, mais de façon assez artistique, sur la musique et le cerveau. Mais on dit dans ce documentaire, s'il n'y a pas de cerveau, il n'y a pas de musique. C'est-à-dire que s'il n'y a pas d'interprétation, il n'y a pas de musique. Et on lit ça à la fameuse question, si un arbre tombe dans la forêt, bon, c'est vraiment tombé. Est-ce qu'il y a vraiment musique s'il n'y a pas interprétation par un cerveau qui peut comprendre la musique? Là, je vois plein de gens qui opinent du monnaie qui veut répondre. Monsieur Roy, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas entendu. Oui, ben, je dirais bien entendu. C'est sûr que la musique là, dépend de celui qui l'écoute. Donc, comme Robert Zatoré le disait, il faut un cerveau bien développé avec des lobes frontaux bien développés justement pour être capable de percevoir la musique. Peut-être de façon anecdotique ou amusante aussi, là, pour revenir sur l'idée de la musique chez les animaux, j'ai eu une conversation là, récente avec un collègue vétérinaire qui voulait de la musique pour ses chats arthritiques. Et, et sur Internet, j'ai trouvé un disque, ça existe, oui, il y a quelqu'un qui a composé, un vétérinaire d'ailleurs, un vétérinaire musicien qui a composé de la musique pour ses chats. Et j'ai été voir là, quelques articles scientifiques, puis effectivement, il y a certains paramètres acoustiques dans la musique pour chats auxquels les chats semblent répondre. Donc, probablement des genres de bruits d'oiseaux, quelque chose qui va aller là, susciter là, leur instinct prédatorial. Donc, c'est des sons qui sont liés à une réponse émotionnelle. Mais est-ce que c'est vraiment de la musique? Donc, probablement pas pour les raisons là, que Robert Zatoré a mentionné. Ben, c'est de la musique à leurs oreilles, c'est de la musique aux oreilles des chats. Un bruit de croquettes, un petit peu de bruit d'oiseau. Il y a une anticipation de plaisir, il y a une certaine zone du plaisir qui commence à être stimulée, non? Oui, ben, il y a certains biologistes et musiciens, là, je pense à Jaak Panksepp, qui est un grand biologiste qui a écrit un article avec un compositeur Bernatsky qui ont essayé de faire cet argumentaire-là. Là. Donc, dans leur cas, c'était une musique pour poussins qu'ils ont développée. Mais c'est ça. Ensuite, ça revient à la définition qu'on fait de la musique. Mais
Ouais. Qui est souvent une définition qui est culturelle. D'ailleurs, si on regarde, Floris, je reviens à vous sur ce côté ciment social de la musique, et je le lis à l'époque qu'on vit en ce moment. On l'a étudié avec monsieur, on le fait avec monsieur Zatoré, l'importance pour les individus de la musique. Est-ce que la musique peut aussi servir à la post-pandémie? Est-ce qu'on peut utiliser la musique pour rallier, reconstruire, rétablir des liens sociaux qui ont été endommagés depuis un an? Alors, je dirais, j'espère bien. Je pense qu'on a de forts indices que la musique a pas mal de puissance sociale. Donc, je pense que c'est comme les Californiens disent, le no-brainer de mettre la musique entre autres choses, probablement, pour permettre à reconstruire notre monde social après tout cet isolement. Question, on vient aux animaux. Les animaux, ça c'est toujours quelque chose qui va susciter des questions parce que ça nous intéresse toujours de nous comparer, de voir un peu. Puis effectivement, M. Zatoré, comme vous avez dit, les animaux, l'organisation des sons n'est pas là, mais je me souviens d'avoir fait des entrevues avec une forme de langue, de groupe de baleines qui ont une langue différente selon l'endroit où elles sont. Donc, on commence à comprendre qu'il y a une organisation des sons qui peut se vivre et servir à la communication chez les animaux. Mais physiologiquement, il y a des animaux, qui a mentionné les chauves-souris, quelqu'un a mentionné les chauves-souris, qui perçoivent des types de sons que nous ne percevons pas. Est-ce qu'il est possible que les sons qu'on reçoit dans la musique, mais qu'on n'entend pas, aient aussi un effet sur nous? C'est une question qui est soulignée par Mathieu Paré. Moi, je dirais la réponse est non, parce que nous n'avons pas façon de décoder ces sons-là. Si c'est plus haut que 20 000 Hertz, notre capacité auditive n'arrive pas, donc ça n'a aucun effet. C'est un peu comme dire si on met une lumière infrarouge qui n'est pas visible, est-ce que vous pouvez avoir de l'art avec ça? Non, on ne le voit pas. Donc, ça ne peut pas avoir un effet. Et ça, c'est un autre petit détail. Des fois, on dit on va regarder l'effet de Mozart sur les rats. Mais il ne faut pas oublier que les rats ont rang d'écoute très différent que la nôtre. Donc, eux, ce qu'ils vont entendre avec Mozart, c'est quelques autres, très hautes fréquences. Et donc, ce n'est pas du tout ce que nous entendons. Et des fois, les gens disent qu'il y a des effets, mais ils oublient du fait que leur système auditif est très différent que le nôtre. Oui, écouter du Mozart comme un rat, ça ne doit pas être aussi agréable qu'écouter du Mozart comme un humain ou une vache. Quelqu'un a essayé de filtrer Mozart pour montrer qu'est-ce que le rat va entendre, et c'est pas du tout la même chose. C'est pas agréable du tout que d'entendre tout ça. Il y a une main levée de Michel Duchesneau qu'on voit. Est-ce que M. Duchesneau est quelque part? Floris, vous allez nous aider. Oui, je crois qu'on est en train d'essayer de lui permettre de parler. Donc, je crois que vous pouvez ouvrir votre micro et vidéo si vous voulez, Monsieur Duchesneau. Oui, alors on vous voit. Ça a pris du temps avant que la machine réponde. Merci infiniment pour toutes les interventions. Donc, j'écoute vos interventions depuis tout à l'heure et je voulais faire un commentaire sur la question de la musique et en rapport avec la discussion sur est-ce que certaines musiques que l'on fait pour les animaux, je veux dire, en est ou pas. Je pense que la question donc de l'organisation des sons, donc c'est l'organisation des hauteurs et des rythmes, je pense que c'est quelque chose d'extrêmement important. Ce qui ouvre d'immenses voies, ça veut dire en fond donc la musique, c'est des types à l'infini d'organisation, mais il y a derrière néanmoins des codes sémantiques qui sont culturels. Et ça, je pense que c'est très important. Ça m'amène à souligner aussi que sur l'importance de la musique, chez les adolescents, par exemple, les études en sociologie ont bien démontré que la constitution donc de l'identité chez les jeunes et particulièrement l'appartenance à des groupes communautaires se fait entre autres par la musique. On va adopter un groupe, un musicien, et puis on fait partie
d'une communauté en fonction de ça. Donc, c'est vraiment extrêmement important. Et c'est même tellement important que lorsqu'on fait des études, par exemple, on pose des questions sur les musiques que l'on aime et sur les types de répertoires que l'on va apprécier 20, 30 ans plus tard, on s'aperçoit que ce qui est constitutif de nos goûts musicaux, c'est ce que l'on a développé dans l'adolescence. Au moment où on a décidé de se débarrasser des parents, il y a une empreinte particulière qui se fait là. On a déjà mesuré que c'est vraiment là que se construit. Très puissante. Je pense que ça, c'est fondamental. Ce qui m'amène à la question de la pandémie et aussi, donc, pour compléter la remarque extrêmement pertinente de Floris, ça veut dire que lorsqu'on interroge les musiciens sur ce qu'ils ont fait pendant la pandémie, je pense à toutes ces capsules vidéo de musiciens seuls qui ont été faites dans le cadre d'institutions. Donc, tous les grands orchestres symphoniques ont mis leurs musiciens devant une caméra et dit « Allez, il faut que tu recrées le contact, il faut que tu crées le contact. » Et ça s'est passé comment? Pour la plupart de ces musiciens, prendre la caméra et s'enregistrer était un défi, non seulement technique, mais psychologique. Il fallait dire quelque chose. Et alors, pour la plupart de ces musiciens qui sont à l'orchestre, ils arrivent sur scène, ils s'installent, ils jouent et ils repartent. Et c'est passé par la musique. Ça veut dire c'est au fond le choix du répertoire, la manière dont ils l'ont abordé, qui a créé le lien. Donc, c'est pas tant le discours que la musique en tant que telle. Donc, c'est un autre élément absolument fondamental. C'est-à-dire que qui contribue à créer ces liens dont on parle. Même en temps de pandémie, même quand le lien a été un peu détricoté. C'est par le choix. Et nous, on va travailler là-dessus, c'est-à-dire sur le choix des musiques et comment ces musiques sont devenues hautement symboliques pour les auditeurs. Est-ce que quelqu'un voulait réagir? Monsieur Roy, Madame Pérez, Madame Je pense qu'il reste peu de temps. Alors, oui, merci Michel de ton intervention. Alors, Michel est professeur à la faculté de musique. D'accord, c'est ça. Moi, il manque des informations quand je présente les gens. Il ne m'a pas laissé en placer une. Je l'aurais présenté. Là, je vais présenter Stéphane Prou. Je ne sais pas si tout le monde ici connaît Stéphane Prou en ce moment. C'est pas bon. Je le connais, oui. Bienvenue. Merci, désolé. J'ai une question. Oui, donc, merci pour tous. La discussion est très intéressante. La question que je me posais, c'est est-ce qu'il a déjà été étudié dans différentes sections si l'éducation musicale, le choix des gouvernements d'investir en éducation musicale ou en culture a un impact sur sa population, vient donner des propriétés ou des atouts particuliers à sa population? Donc, pas seulement, vous l'avez mentionné, puis Mme Pérez, au niveau individuel, à l'échelle individuelle, mais même à l'échelle sociale. Tout à fait. Oui, un avantage. Floris, là, je tente une direction vers Floris. Enfin, moi, je veux bien aider Floris. Floris, tu vas m'aider, mais j'ai envie de répondre, on ne le sait pas. C'est une excellente question, parce qu'il y a tout de même des sociétés qui sont plus musicales, musiciennes que d'autres, et on en connaît en Europe de l'Est. Et nous, on l'est un peu moins dans le sens qu'on en fait moins. Ça ne veut pas dire qu'on l'apprécie moins, mais on en fait moins. Et ça, je ne suis pas sûre qu'il y ait des études peut-être que... En tout cas, pas pour les aspects qu'on a vus aujourd'hui en tant que besoin essentiel. Là, vous allez vraiment dans des directions très, très vastes, tous d'ailleurs. Parce que n'oubliez pas que la question, c'est comme besoin essentiel et que dit la science. Mais là, on est parti. Oui. C'est ça. Mais non, donc, de voir si l'impact sur sa société agit, parce que c'est souvent la question dans le milieu de l'éducation, comme président FAMIC, c'est souvent les questions qu'on nous dirige, c'est pourquoi on investirait dans l'éducation musicale, en quoi c'est pertinent comme gouvernement d'agir. Et donc, nous, on a à répondre à ces questions-là. Donc, je tentais avec les expertises mélangées. Ah non, j'ai pas compris la question comme ça. Mais j'espère qu'il y a eu des réponses à celle-là, surtout par rapport à l'effet du groupe. Mais j'avais pas compris la question dans ce sens-là. Sortir un peu la musique de sa case de bonus. Les arts et la musique, on voit ça comme, j'allais dire du grévy en français, là, comme un petit bonus, comme un petit luxe. Mais c'est sortir la musique de cette case dont elle est prisonnière pour comprendre en quoi elle est essentielle et pas seulement du bonus. Puis d'ailleurs, une question de Suzy Lamoureux, post-pandémique aussi, avec cet isolement qu'on a connu, la dégradation cognitive qu'on a mesurée chez certaines personnes, chez certains groupes pendant la pandémie. Est-ce qu'on pourrait utiliser la musique comme traitement
pour activer certaines fonctions cognitives? Est-ce que la musique pourrait devenir un remède post-pandémique, devenir essentiel au point de nous aider et d'aider les gens dont la fonction cognitive a été affectée à se remettre un peu? Est-ce qu'on peut aller jusque-là? Sonia Lupien, M. Zatoré, M. Roy? Ben, je vais juste me lancer là-dessus. Je me souviens, je vous écoute, je me souviens d'avoir participé à un congrès scientifique sur le stress, quoi d'autre. Et j'avais dit que c'est intéressant parce qu'il y avait une chercheure très connue qui utilisait la musique. J'avais fait cette étude il y a très longtemps. Je me suis dit, il faudrait que je ressorte les données pour réactiver des mémoires. Alors, ce que j'avais fait, par exemple, j'avais fait écouter à des personnes âgées du Édith Piaf qui les ramenait à un certain âge de leur vie. Donc, versus de la musique d'aujourd'hui. Donc, est-ce qu'on peut, au moyen de la musique, utiliser ça comme indice de récupération de certains types de mémoires, traumatiques ou pas, qu'on aiderait à réactiver pour ensuite les annihiler? Ils sont même capables de le faire chez le rat. Bien sûr, il n'y a pas de musique, mais on va associer un son, certaines mélodies avec certaines choses et on va réactiver ça. Et ça fonctionnait. Donc, la musique est rendue peut-être un outil qui va devenir de plus en plus thérapeutique pour aider à réactiver, parce qu'on a tous encodé différentes musiques à différents moments de notre vie, on l'a vu. Et moi, si vous me faites une toune, je ne sais pas, moi, I Love to Love, j'ai 16 ans. Oh mon Dieu, moi aussi! Voilà. Alors, ce que je vais réactiver, c'est une mémoire de 16 ans, pas une mémoire de 40. Et ça, dans mon domaine à moi, c'est très, très intéressant. Donc, ce lien, puis Isabelle Pérez, quand vous prépariez cette journée, justement, les liens avec l'Alzheimer, c'est quelque chose que vous avez mentionné, que vous vouliez. Mais ça, c'est dans les premières questions qui sont posées par rapport au domaine de la musique, c'est comment ça se fait qu'on présente à des patients Alzheimer de la musique et ils se réveillent, ou que, il y a tous les cas d'Oliver Sacks qui ont été très popularisés, où on voit cet homme qui se réveille au son de la musique. Et en fait, il y a des études de nouveau ici, il y a la science qui nous dit qu'effectivement, ces mémoires qui sont autobiographiques, c'est à ça que Sonia faisait référence, c'est des souvenirs à nous, qui nous rappellent nos 16 ans, ou généralement l'adolescence, oui, et celle de nos parents, parce qu'ils nous ont présenté ça aussi. Il apparaît que notre seule adolescence, dans l'effet de la mémoire, mais apparemment, ces régions de mémoire autobiographique sont relativement épargnées dans l'Alzheimer. Donc, ça, c'est quelques études qui ont montré ça. Et donc, effectivement, c'est ainsi que la musique peut se frayer un chemin vers ces mémoires, peut-être plus que d'autres aspects, mais parce que tout n'est pas stocké au même endroit. Mais disons que c'est l'explication actuelle pour laquelle il se réveille avec ce type de musique. Mais alors, on va pas passer toutes les pathologies, parce que sinon, parce que ce sont les questions favorites généralement. Et pour certaines clientèles qui ont, on a parlé des animaux qui entendent la musique différemment, mais il y a aussi des humains dont le cerveau est configuré différemment. Je pense à des personnes qui vivent avec l'autisme ou sur le spectre. Est-ce qu'on étudie ça? Est-ce qu'on étudie si la musique a un impact différent ou peut-être encore plus bénéfique parce que ces cerveaux-là sont différents? Mais de nouveau, c'est une observation fréquente que et puis il y a eu des anecdotes, comme le Blind Tom, je crois, c'est ce cas de ce noir esclave qui ne pouvait rien lire, mais était capable de jouer de mémoire un répertoire absolument extraordinaire. Et il était autiste, c'est-à-dire qu'il avait toutes les caractéristiques autistes. Vous pouvez trouver ça dans la littérature, mais c'est une observation. Et puis évidemment, on en a vu beaucoup. Je suis sûre que vous avez vu ça aussi, des concertistes sur scène qui n'ont aucun contact social. Non. Et si vous deviez les interviewer, ma pauvre Sophie. Je pense que j'aurais pas voulu interviewer Glenn Gould, par exemple. Voilà. Je l'écoute volontiers, mais je suis pas sûre que j'aurais voulu l'interviewer. C'est un autre exemple. Donc, il y en a eu beaucoup qui, effectivement, se sont exprimés par la musique. De ce fait, il y a beaucoup de thérapies qui ont été mises, la musicothérapie, qui ont été utilisées pour aider. Alors, c'est sûr qu'en général, quand vous avez un moyen qui vous permet de vous exprimer, vous allez le prendre. Donc, je pense que oui, mais les études ne sont pas si encourageantes par rapport à la musicothérapie. Alors, je vais me faire... c'est qu'il y a de nouveau une méta-analyse récente qui a été faite dans 10
pays différents, qui montrent que la musicothérapie n'est pas meilleure qu'une thérapie traditionnelle pour modifier les caractéristiques des autistes. Mais j'ai quand même l'espoir que, comme pour les aphasiques, comme pour l'Alzheimer, la musique leur permet de s'exprimer alors qu'ils ne peuvent plus trouver la parole, alors qu'ils ne peuvent plus s'exprimer autrement. Et donc, c'est ça, la musique, en fait, c'est de permettre effectivement de trouver un autre chemin que celui par convention qu'on privilégie. Et c'est peut-être là qu'on trouve que la musique est essentielle, parce que s'exprimer est essentiel, être en rapport est essentiel. Donc, c'est là qu'on peut peut-être dire, pour conclure cette discussion, que peut-être qu'effectivement, sous certains aspects, oui, la musique est essentielle. Elle est universelle et peut-être essentielle sous certains aspects. Moi, je trouve qu'il faut finir sur vos belles paroles, Sophie-André. Parfait. Bon, on va finir sur nos belles on va finir là-dessus. Je regardais s'il y avait d'autres choses. Sonia Lupien, Simone de la Bella, Mathieu Roy, Robert Zator, Floris Van Huit, Isabelle Peretz, merci d'avoir comme ça communiqué, échangé sur vos travaux, vos réflexions et sur la science dans la musique dans la science. Ça a été un plaisir de vous entendre. Et un plaisir de vous avoir avec nous. Merci beaucoup, Sophie-André Blondin. Ça a été un plaisir. Je serai là dimanche, midi à 2h. Chacun fait sa pub. Moi, de midi à 14h dimanche, on sera là avec les années-lumière. Je ne pense pas qu'il sera question de musique cette semaine. On va plutôt aller sur Mars avec un hélicoptère. Mais c'est à nous. D'autres sources de préoccupation. Merci beaucoup à tous les participants et merci à tous les panélistes. Merci beaucoup. Au revoir.